Bonjour les amis, on se retrouve pour partir une nouvelle fois faire un voyage dans notre passé. Cette fois, allons à la rencontre d'un illustre personnage qui a perdu la tête. Louis XVI, de son vrai nom Louis-Auguste de France, duc de Berry, naît au château de Versailles le 23 août 1754. Il est le quatrième enfant du dauphin Louis de France et de sa seconde épouse Marie-Joseph de Saxe. De l'union de ce couple naîtront 8 enfants, dont Louis Stanislas Xavier de France, futur Louis XVIII, Charles-Philippe de France, qui deviendra Charles X, et Élisabeth de France, qui hélas partagera la triste fin de son frère, le futur roi Louis XVI. Louis-Auguste, ainsi que son frère aîné Louis, est élevé par une gouvernante, Madame de Marsan, gouvernante des enfants royaux. Elle a tendance à favoriser le jeune Louis de France, car en théorie, il est le futur héritier au trône. Leur éducation est ensuite confiée aux mains d'un gouverneur, Antoine de Quélin de Stuart de Caussade, duc de Vauguyon, prince de Carenay et pair de France, ainsi que de 4 adjoints. Les saintes écritures leur sont entre autres enseignées. Louis de France est admiré de tous. Hélas, il est de santé très fragile, et atteint d'une tuberculose pulmonaire et osseuse, il décède le 21 mars à l'âge de 10 ans, faisant de Louis-Auguste le futur roi. C'est un élève consciencieux et doué, qui connaissait le latin, l'allemand, l'espagnol, l'anglais et maîtrisait la logique, la grammaire, la rhétorique, la géométrie, l'astronomie, ainsi que d'immenses compétences en économie. Hélas, alors qu'il n'a que 11 ans, son père Louis de France décède à 36 ans. Il devient donc dauphin de France et a donc vocation à succéder immédiatement au roi, son grand-père Louis XV, âgé de 56 ans. S'ensuit une éducation stricte sur la morale, le droit public, la politique, la religion catholique et l'équitation. Il excelle dans tout et se découvre une passion qui ne le quittera plus, celle de l'horlogerie et la serrurerie. Son éducation prendra fin lors de son établissement, c'est-à-dire son mariage. Son mariage avait déjà été envisagé dès l'année 1766 par Étienne François de Choiseul, alors qu'il n'avait que 12 ans, pour des raisons politiques. S'allier avec l'Autriche face au puissant royaume de Grande-Bretagne, c'est vraiment intéressant. Il est donc convenu, le moment venu, du mariage du dauphin avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. L'accord des deux parties est donné alors que le dauphin n'a que 15 ans et Marie-Antoinette 14 ans, qui va renoncer ainsi à la succession du trône autrichien. Le mariage officiel aura lieu le 16 mai 1770 en la chapelle du château de Versailles, en présence de 5000 invités, mariage béni par l'archevêque de Reims, Charles-Antoine de la Roche-Aymon. La consommation du mariage du dauphin, loin d'être une affaire privée, devient une affaire d'État, car il lui faut une descendance. Cette consommation ne sera effective que le 18 août 1777, soit plus de 7 ans après les épousailles, et ils auront ainsi 4 enfants. Le couple de dauphins aime à se présenter au peuple, où à chaque fois, ils sont acclamés par la foule. Louis-Auguste se montre toujours très réconfortant auprès des pauvres, ce qui le fait aimer de son peuple. Le 10 mai 1774, il perd son grand-père, le roi Louis XV, décédé de la petite vérole. Le roi est mort, vive le roi! Louis-Auguste devient le roi Louis XVI à l'âge de 20 ans. L'économie du royaume de France est en récession depuis 1770.
Alors, le nouveau roi commence par diminuer les énormes dépenses de la cour. Il fait également profiter les plus pauvres de ses économies en faisant distribuer 100 000 livres aux Parisiens les plus démunis, qui le surnomment le roi bienfaisant. Le 11 juin 1775, en la cathédrale de Reims, il est sacré roi de France et de Navarre par l'archevêque Charles-Antoine de la Roche-Aymon. Louis XVI nomme pour le seconder un principal ministre d'État. Il en nommera d'ailleurs 7 durant son règne. Jean-Frédéric Philippot de Maurepas, Charles Gravier de Vergennes, Étienne Charles de Loménie de Brienne, Jacques Necker 2 fois, Louis-Auguste le Tonnelier de Breteuil et Armand Marc de Montmorin-Saint-Hérem. Cette fonction prendra fin lors de la promulgation de la Constitution de 1791. Durant toute cette période, il y aura de nombreux remaniements ministériels. Le gouvernement étant constitué, outre le ministre d'État, d'un contrôleur général des finances, un garde des Sceaux, un secrétaire d'État à la guerre, un secrétaire d'État à la marine, un secrétaire d'État aux affaires étrangères et un secrétaire d'État à la maison du roi. À noter qu'à cette époque, le déficit de la France s'élève à 22 millions de livres. Des mauvais choix vont être pris et débouchent sur la première révolte du peuple affamé, la célèbre guerre des farines, où les boulangeries et moulins seront mis à sac et pillés par le peuple. En découlent de nouveaux remaniements au gouvernement, ainsi que de nouvelles réformes successives. Égalité de tous devant l'impôt, retour à la circulation libre des grains, création d'assemblées nouvelles, réforme fiscale, redressement de la marine française avec sa base à Cherbourg, ainsi que l'affranchissement des derniers serfs, grâce à Voltaire qui intervient en leur faveur. Le torchon brûle entre le roi et le Parlement. Louis XVI décide d'exiler le Parlement à Troyes le 14 août 1787. Mais l'agitation gagne la province. Les protestants s'insurgent. Alors, le 7 novembre 1787, une loi est signée donnant aux protestants un état civil ainsi que le droit d'exercer leur culte en privé. Mais rien ne s'arrange. Le 16 août 1788, l'État cesse ses paiements. L'état de banqueroute est proclamé et Brienne démissionne de son poste. Necker est rappelé au gouvernement pour reprendre le portefeuille des finances. Le début de l'année 1789 est un désastre économique dans tout le pays. Le blé manque, plus d'argent dans les caisses de l'État. Le peuple crève de faim. C'est la misère partout et la colère gronde. Plusieurs émeutes éclatent à Rennes, Nantes et Cambrai. À Manosque, l'évêque est lapidé. Les émeutes gagnent ensuite la Provence, la Franche-Comté, les Alpes et la Bretagne. Et l'on fera tuer sur ordre du roi, et à contre-cœur, quelques 300 manifestants. C'est dans ce climat de violence qu'allaient s'ouvrir les États généraux. Les intellectuels de l'époque, tels Marat, Desmoulins, s'adonnent à de nombreux pamphlets et articles. Le 2 mai 1789 sont reçus à Versailles, sur demande du roi, l'ensemble des députés. 1139 seront présents, 291 du clergé, 270 de la noblesse et 578 du tiers-état. 3 jours après, le 5 mai, s'ouvrent les États généraux à Versailles, et par là même le commencement de ce que l'on appellera la Révolution française. C'est le chaos total, avec des bouleversements sociaux et politiques de grande envergure en France, mais aussi dans nos colonies et en Europe. Louis XVI se sent trahi par le tiers-état qui lui échappe. Les députés du tiers-état décident, sur proposition du docteur Guillotin, de se réunir dans la salle du Jeu de Paume pour y tenir une assemblée. C'est dans cette salle que le 20 juin 1789, que l'Assemblée se déclare appelée à fixer la constitution du royaume et à l'unanimité moins une voix, elle prête le serment de ne jamais se séparer tant qu'une nouvelle constitution ne sera pas donnée au royaume de France et déclare que partout où ses membres seront réunis,
là sera l'Assemblée nationale. Le roi, de son côté, lors d'une séance royale le 23 juin, fait un bref discours où il fait part de ses décisions et rappelle à l'ordre les députés. Il déclare nulle la proclamation de l'Assemblée nationale et rappelle qu'il incarne seul l'autorité légitime du royaume. Le 25 juin, la majorité des députés du clergé et de la noblesse se joignent au tiers-état. L'armée, sur ordre du roi, est déployée autour de Versailles et Paris afin de pouvoir disperser les députés par la force si nécessaire. Mais les soldats refusent de se soumettre aux ordres du roi et jettent les armes. Ils sont applaudis par la foule parisienne. Certains grenadiers sont emprisonnés, mais 300 patriotes parisiens viennent les libérer. Les hussards et dragons, envoyés pour rétablir l'ordre, crient « Vive la nation !» et refusent de charger la foule. L'Assemblée nationale prend alors le nom de Constituante le 9 juillet 1789. Le 11 juillet, Louis XVI appelle le maréchal de Broglie au poste de maréchal général des camps et armées du roi afin de faire face aux violences. Nous sommes à 3 jours d'un grand événement historique qui va marquer l'histoire de France, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Alors je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite des événements tragiques qui conduiront Louis XVI à l'échafaud.